Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Untranouille. Une nouvelle émission, vous allez le voir, avec un nouveau format pour cette nouvelle mandature au sommaire de cette édition. Nous commencerons avec l'entretien avec la présidente. Nous parlerons ensuite d'un dossier consacré aux retraites. Et puis, une page d'actualité, la découverte des nouveaux visages de l'Assemblée, des billets d'opinion, et puis des images en bref. Madame la Présidente, bonjour. Donc, nouvelle émission, nouvelle mandature. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Écoutez, je suis dans un excellent état d'esprit. D'abord, bonjour. Bienvenue au Conseil national. Donc, je reprends. Excellent état d'esprit. Une équipe renouvelée, bien féminisée d'ailleurs aussi. Et puis, beaucoup de travail dans l'unité et dans notre accord complet par rapport aux institutions. Alors, cette session d'automne s'ouvre ce jeudi à 17h avec déjà 4 textes. 4 textes importants puisque nous sommes élus depuis le 5 février. Nous avons pris nos fonctions 11 jours après. Donc, vous imaginez bien le temps de la mise en place, la séance d'installation, la nomination des présidents de commission. Donc, nous avons travaillé d'arrache-pied avec les présidents des commissions concernées. D'ailleurs, vous les verrez dans les différentes séquences qui animeront cette séance parlementaire, bien sûr. Donc, 4 textes importants qui déterminent bien sûr notre souveraineté, notamment au niveau de la loi sur la caisse de retraite, bien entendu, puis 3 autres lois, une loi sur les dons de congés, une autre loi sur l'intérêt fiscal, et puis enfin une loi de ratification pour ce qui concerne notre e-ambassade. Le calendrier est malicieux, avec de chaque côté de la frontière un texte important sur les retraites. Alors à Monaco, tout semble plus calme. Est-ce que Monaco est dans un climat apaisé ou plutôt comme notre pays ami et voisin ? Alors, vous me permettez, après cette question, un petit sourire. Effectivement, nous sommes tout à fait dans un climat apaisé. Nous avons commencé à étudier ce projet de loi, non pas avec le gouvernement, mais à étudier un petit peu avec tous les partenaires de la principauté, il y a maintenant 10 ans. Donc, si vous imaginez bien que nous avons bien mûri le sujet, nous arrivons aujourd'hui tout à fait apaisés dans un climat où la séance du 13 avril prochain va se dérouler parfaitement en accord avec tout le monde, donc tous les acteurs, non seulement économiques, juridiques, mais également le gouvernement qui est en complet accord avec nous sur l'ensemble du texte. Je vous propose à présent, Madame la Présidente, de voir ensemble notre dossier sur cette séance législative avec Mickaël Palmaro et Franck Lobonneau. Entre nous, l'avenir des régimes de retraite dans le pays voisin n'augure rien de bon. Notre indépendance en matière de retraite est donc indispensable et ce rapatriement s'impose tout naturellement. Les excédents budgétaires de l'AMRR de ces nombreuses dernières années nous démontrent que notre caisse est forte et en excellente santé, ce qui nous permet d'envisager un meilleur régime et de maintenir une qualité de taux de rendement, ainsi qu'une potentielle baisse des cotisations avec la disparition progressive du taux non générateur de droits d'après les études actuariales. Notre territoire et notre régime économique et social sont singuliers et notre caisse doit être le reflet de cette singularité. Notre volume d'heures travaillées et notre système législatif, qui est sans commune mesure avec celui du pays voisin, soyons honnêtes, nous permet aussi de piloter notre caisse de manière plus alerte et avec agilité. Fini les discussions imposées par les commissions paritaires extérieures, le pouvoir de décision revient chez nous, ce qui donne aux nationaux notamment la faculté de se faire entendre à ce sujet. Retour à une gestion intramuros avec une caisse de proximité, en capacité d'accueillir et renseigner efficacement les salariés et retraités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec l'AGRR. Ce rapatriement offre aussi une forme de guichet unique en matière sociale pour tous les salariés du privé, CCSS, CAR, CMRC. Partout où nous le pouvons, nous devons renforcer notre pouvoir de décision et ne dépendre de personne. Et sur le sujet de la retraite, notre pays dispose des compétences nécessaires pour nous permettre de nous émanciper davantage. Suite à l'épisode de Covid-19, certains secteurs professionnels souffrent en matière de recrutement.
La préservation de notre caisse de retraite complémentaire peut ainsi être un argument supplémentaire pour attirer les talents dont notre pays a besoin pour poursuivre sa progression. Alors écoutez, je pense qu'on a vraiment cette fois, et une fois n'est pas coutume, mais on a un texte qui est extrêmement symbolique, et on l'a souhaité ainsi pour démarrer ce mandat. Il est symbolique parce que c'est à la fois un texte complexe, technique, et c'est un texte très éminemment politique, puisque c'est un texte qui va permettre d'instaurer en principauté un vrai changement au niveau des retraites complémentaires. Et on arrive aujourd'hui avec un texte, ce projet de loi 1070, qui est extrêmement complet, qui a fait le tour un petit peu de tous les acteurs pour voir comment on peut, de la meilleure manière possible, arriver à mettre en place, en Principauté de Monaco, un régime de retraite complémentaire qui va pouvoir, dans le temps, être pérenne et garantir, parce que je crois que c'est l'élément le plus important, garantir aux salariés et aux futurs retraités, mais aussi aux retraités actuels, de conserver tous leurs droits, voire même d'avoir un petit peu plus de ce qu'ils avaient avant. Avant, on dépendait de l'Agirc-Arrco, qui est ce système français que l'on connaît et qui a fait ses preuves. Dorénavant, on sera sur un système qui sera géré, c'est une caisse nouvelle qui est créée au sein des caisses sociales de la Principauté de Monaco, avec globalement un système qui a déjà largement fait ses preuves. La souveraineté, l'attractivité du système et l'attractivité de la Principauté de Monaco, l'emploi, je l'ai dit, à Monaco, il est florissant. On a encore progressé de plusieurs pourcentages cette année. On sort d'un contexte difficile de crise internationale. Et malgré ça, on a une principauté qui continue de créer des emplois dans de nombreux domaines. Donc on a une vraie attractivité. Et cette caisse, moi j'en suis persuadé, elle va, dans les années à venir, contribuer à cette attractivité. Alors c'est pas tout, c'est un élément de la chaîne, mais elle va contribuer à l'attractivité. Pourquoi ? Parce que cette caisse, si on se fie aux actuaires qu'on a pu analyser, elle sera, d'ici une dizaine d'années, elle va commencer à être bénéficiaire. Ce système de retraite complémentaire à Monaco, il va jouer d'ici 10-15 ans un rôle dans l'attractivité de l'emploi à Monaco. Pourquoi ? Parce que sans doute, on pourra servir plus de droits aux retraités. Donc ça veut dire qu'on aura une retraite qui sera plus intéressante quand on aura travaillé et cotisé à Monaco. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a un système qui est bénéficiaire et que quand ce système aura fait ses preuves, une fois que la caisse sera financièrement stabilisée, tout simplement, les salariés, pouvoir cotiser moins et obtenir plus de l'autre côté. La CISAD, je crois qu'elle est au cœur de l'action du Conseil national et je crois que c'est un peu aussi pour ça qu'on s'engage en politique, en tout cas, je parle pour moi. L'engagement politique, il est motivé en priorité par l'envie d'apporter quelque chose à l'humain, au quotidien. Et si dans tout ce qu'on fait, on ne place pas l'humain au cœur du système, je pense qu'on est complètement à côté des objectifs. Donc oui, la CISAD, elle est au niveau du Conseil national, la CISAD, la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, elle est au cœur de la réussite de l'action du Conseil national. Et commencer par ce texte, qui est un texte important pour l'emploi et pour l'équilibre social de la principauté, c'était fort symbolique. Parlons à présent de la fin de l'année 2022, donc de la dernière mandature. Ça s'est terminé dans un climat assez tendu. Vous nous aviez dit d'ailleurs sur ce plateau à quel point les conditions de travail étaient difficiles. Effectivement, nous avons vécu une séance publique le 30 novembre avec 3 semaines qui ont précédé dans des moments très difficiles.
Il ne faut pas oublier que nous sommes un partenaire indépendant du gouvernement. Il ne faut pas oublier que nous avons une équipe juridique restreinte, surtout en ce moment. Il ne faut pas oublier non plus que les élus ne sont pas des professionnels de la politique. Donc tout cela combiné, il nous faut du temps pour étudier les textes, pour les passer en commission, pour étudier les amendements, faire les rapports, etc. Au jour d'aujourd'hui, je me dois de vous dire que nous sommes absolument dans la même situation. Malheureusement, nous attendons parfois des retours de courrier, parfois nous les avons très tard, parfois nous ne les avons pas. Nous attendons des textes de loi indispensables, surtout pour ce qui concerne Monéval. Au jour d'aujourd'hui, nous ne les avons pas encore. Voilà, tout cela dans un temps restreint. Nous sommes en pleine session parlementaire qui a débuté le 1er avril, qui se termine le 30 juin. D'ici le 30 juin, il nous est indispensable de voter ces projets de loi capitaux, je dois dire, pour leur effectivité au niveau de Monéval. Au jour d'aujourd'hui, nous ne les avons pas encore. Pourtant, le gouvernement avait pris des engagements. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors effectivement, nous avions demandé la création, le renouvellement d'un comité de suivi législatif pour justement pouvoir se coordonner, se concerter. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà eu 2 réunions qui ont permis de retracer un petit peu l'ensemble des textes qui étaient sur le bureau de la Haute Assemblée pour échanger et prévoir un calendrier de ces textes. Pour ce qui concerne les textes qui sont sur le bureau de l'Assemblée, tout va bien. Nous les avons inscrits dans l'ordre chronologique au travers de cette année et de l'année prochaine. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, ce sont les textes dont nous avons la responsabilité de voter au niveau de Monéval. Parce qu'il y a des textes, notamment le premier sur le blanchiment, qui est un texte important, qui comporte à peu près 100 articles et que nous devons absolument avoir le temps d'étudier. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore. Mais vous aviez demandé la constitution d'un comité de suivi de travaux législatifs. Oui, et ce comité de suivi a été constitué. Nous avons déjà eu, je vous le répète, 2 réunions là-dessus. Mais voilà, on s'est réunis. Alors, sur ce sujet, retrouvons justement Thomas Brezzo. Comme nous l'avions réclamé, le gouvernement vient de confirmer la création du comité de suivi des travaux législatifs. Ce comité a pour but d'étudier de concert avec le gouvernement les différents textes qui vont être déposés sur le bureau du Conseil national au cours des mois à venir et nous permettre une meilleure planification des travaux législatifs. Ce comité a été créé à la demande du Conseil national suite aux difficultés que nous avions rencontrées au mois de novembre dernier où le gouvernement avait contraint le Conseil national de voter 4 textes de loi en urgence en moins d'1 mois afin de pouvoir passer l'évaluation Monéval qui avait lieu au mois de décembre dernier. De concert avec le gouvernement, nous nous sommes mis d'accord pour que 2 réunions par an soient organisées, une en début d'année au cours desquelles nous allons planifier les textes qui seront examinés par le Conseil national au cours de la session de printemps, et une seconde réunion aura lieu au début de l'été pour les textes qui seront votés donc au cours de la session d'automne. Dans le cadre de ce comité, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé le dépôt de nombreux projets de loi au cours des mois à venir, afin notamment de permettre au Conseil national de mettre aux normes la législation anti-blanchiment. Donc nous allons avoir un travail particulièrement conséquent qui nous attend. C'est pourquoi nous avons réclamé la création de différents postes de juristes au sein de nos équipes afin de pouvoir renforcer ces dernières et de pouvoir donc répondre favorablement aux échéances qui nous attendent. Depuis le début de la précédente mandature, le Conseil national avait sollicité la refonte du site Légimonaco. Ce site internet est un outil indispensable pour l'ensemble des professionnels du droit, mais également pour tous les citoyens monégasques, afin d'avoir un meilleur accès au droit sous toutes ses formes, que ce soit les textes de loi que nous votons, les différents textes réglementaires ou encore la jurisprudence. Le nouveau site Légimonaco vient d'être mis en ligne et on ne peut que s'en réjouir. Madame la Présidente, l'un des grands engagements de cette mandature, c'est bien sûr le suivi de la négociation avec l'Union européenne. Est-ce que votre position a changé ? Notre position n'a absolument pas changé. Nous nous sommes engagés au travers de notre programme politique avec les Monégasques et les résidents de la Principauté.
Nous n'avons jamais changé de position depuis 2018. Nous avons toujours maintenu les priorités que nous avons défendues tout au long de ces 5 années. Nous entamons la 6e année. Rien ne changera. Les monégasques peuvent compter sur notre détermination. Nous irons jusqu'au bout de ce que nous pouvons faire et nous resterons fermes sur les priorités que nous avons établies dans notre programme politique. Et puis, en cette semaine consacrée au tennis, permettez-moi une question personnelle qui rejoint l'opinion de nombreux monégasques et salariés. Comment faire pour réduire le bouchon de circulation qui semble s'amplifier de jour en jour ? Alors, si vous me permettez un moment d'humeur, c'est inacceptable. Nous vivons depuis quelques jours maintenant, vous venez de le dire, Madame Thomel, dans une circulation insupportable. Nous avons des bouchons partout. Le matin, c'est bouché de tous les côtés. Les personnes qui arrivent de l'Est, c'est incroyable. La voie rapide est bouchée. Les bus stationnent sur cette voie rapide. Nous avons envoyé un courrier au gouvernement pour l'alerter sur ces différents points. Bon, il faut arrêter de faire des études, nous l'avons déjà dit, au budget. Maintenant, il faut passer aux actes. Ça, c'était un moment important de la principauté, sans compter les événements qui vont continuer, notamment le Grand Prix de Monaco. Il faut prendre des décisions, il faut faire des actes concrets. Et tel que nous sommes aujourd'hui, je partage tout à fait votre avis. Et l'ensemble des avis qui me sont communiqués tous les jours, j'ai des remontées du terrain qui me parviennent jusqu'au Conseil national pour dire stop, on en a marre. Donc il faut agir, donc il faut changer, donc il faut prendre à bras le corps ce sujet. D'ailleurs, nous l'avons fait, nous, au Conseil national, puisque nous avons une commission de l'environnement et de la qualité de vie, commission que nous avons étoffée au travers de 2 vice-présidentes, une sur la mobilité, une sur l'urbanisme, pour justement prendre en main ces sujets, faire en sorte que dans ce mandat, ce soit un fer de lance de notre programme politique. Merci Madame la Présidente d'avoir répondu à mes questions. Merci. Nouvelle mandature, nouveaux élus. Je vous propose à présent de découvrir ensemble les visages de cette nouvelle assemblée. Puis je vous retrouverai juste après les billets d'opinion avec Régis Bergonzi, Maryse Battaglia et Marie-Noëlle Gibelli. L'Europe reste notre préoccupation première au sein de l'Assemblée. En tout cas, ma préoccupation première est un investissement de tout instant. C'est des recherches et des approfondissements, ce sont des problématiques juridiques, ce sont des stratégies à employer. C'est aussi de la pédagogie à avoir à l'égard de tous et d'expliquer les enjeux de ce choix déterminant pour l'avenir de la principauté. Nous nous réunissons tous au sein de ma commission la semaine prochaine. Nous allons échanger sur ce thème. Beaucoup de choses vont être présentées aux élus pour leur présenter honnêtement et loyalement les enjeux. Là où il y a antagonisme entre les principes européens et le modèle social monégasque, et de chercher des solutions et de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour protéger les monégasques. Le modèle monégasque a en tout cas prouvé sa réussite, sa stabilité
et son fonctionnement. Donc il existe, il est concret et il permet à tout à chacun de vivre plutôt très bien en Principauté de Monaco. La question, est-ce qu'il est négociable? Bien entendu que non, sur des points vitaux que sont notamment le logement ou la priorité d'emploi pour les Monégasques. Donc nous allons avoir très prochainement une réunion avec le gouvernement en groupe restreint et au sein du Conseil national, et nous allons pouvoir échanger avec eux et voir quelle est leur nouvelle stratégie, si celle-ci s'est adaptée à ces circonstances, notamment électorales, ou si on continue à tirer dans la même direction. Les Monégasques ont des raisons d'être inquiets, tout à fait. Doivent être inquiets parce que c'est un enjeu pour eux-mêmes, mais surtout pour leurs enfants, qui sera déterminant. Le Conseil sera là. Le Conseil sera là, à leur côté. Je suis moi-même avocat et j'ai toujours à cœur de défendre mes clients. Là, en l'occurrence, ce sont les Monégasques, mes clients. Je dois les défendre, je dois défendre cette population qui est tout à fait cosmopolite, qui est faite de différents profils, et toute cette population doit être protégée dans son ensemble. Le logement des Monégasques constituera toujours la priorité nationale de cette nouvelle mandature. Vous le savez, le plan national logement qui a été annoncé par le prince souverain début 2019 mettra fin à la pénurie dès la fin de l'année 2023, puisque plus de 600 logements auront été attribués. Bien entendu, nous veillerons au respect des délais de livraison, conformément aux annonces du gouvernement. Alors, après l'aspect quantitatif, il va falloir s'attacher à l'aspect qualitatif. Je m'explique. Si les appartements neufs sont de très belle qualité, il s'agit de maintenir l'ensemble du parc domanial au même niveau, afin que le logement s'intègre dans un cadre de vie amélioré et considéré de façon optimale. Je fais mienne l'expression de mon prédécesseur, Franck Lobonneau, qui parlait de questions sociétales et non plus uniquement de questions sociales. Je pense notamment aux échanges de logements domaniaux. Cette procédure fonctionne, mais elle doit être facilitée et sécurisée, c'est-à-dire mieux encadrée par les services de l'État. Il faut donc un état des lieux préalable et réglementaire afin de définir les travaux qui incombent à chacune des parties, l'État et le locataire. Le cadre de vie, c'est également le suivi des travaux ou réparations dans les logements domaniaux ou dans les logements du secteur protégé appartenant à l'État. Il faudrait créer une cellule en charge de ce suivi, peut-être en ligne par exemple, qui permettrait une meilleure interaction entre l'usager et le service administratif. Enfin, un cadre de vie, c'est également l'entretien des lieux aux abords des immeubles domaniaux et bien sûr de toutes les parties communes. D'autres sujets sont à l'étude, par exemple la révision de certains critères de la grille d'attribution des logements domaniaux, mais nous en reparlerons ultérieurement. Alors, il faut savoir qu'une population vieillissante est synonyme d'une prise en charge qui doit être adaptée, aussi bien en EHPAD qu'au domicile. Et bien sûr, il faut tenir compte de l'évolution démographique de cette population. Ce qui n'est pas toujours mis en adéquation, et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Fut un temps, le gouvernement, et ce depuis plusieurs années, devait construire un nouvel EHPAD avenue de Grande-Bretagne. Et puis ce projet a été abandonné. Mais en parallèle, aucune nouvelle proposition nous a été faite. Et c'est pas faute que pendant l'ancienne mandature, nous avons sans cesse sensibilisé le gouvernement à l'impératif d'avoir un nouvel EHPAD pour la prise en charge de nos aînés. Alors, ce qui est existant, bien sûr, en dehors des EHPAD, ce sont les structures telles que le centre de gérontologie. Et je pense qu'il est impératif de continuer à donner tous les moyens à ce centre de gérontologie pour maintenir nos aînés au domicile. Et il ne faudrait pas oublier la mairie afin qu'elle puisse continuer à proposer des solutions pour les aider, les soutenir, les accompagner ainsi que leurs familles. Et je tiens surtout à féliciter le service d'action sociale de la mairie qui va ouvrir en septembre 2023 la maison Lamartine,
qui est un véritable lieu convivial et intergénérationnel, car nos enfants de 16 ans peuvent y être membres. Et je crois que la population en sera ravie. Alors ça, on revient plus au niveau des EHPAD, de la prise en charge dans les structures d'hébergement. Et il est vrai que lorsque les familles nous remontent qu'il y a un manque de sociabilisation dans les EHPAD. Alors ça ne veut pas dire que personne ne les prend en charge, mais les familles ne sont pas toujours disponibles pour être auprès de leurs aînés. Les soignants, ils ont leurs tâches quotidiennes qui incombent et qui ne laissent pas le temps de passer, on va dire, une partie de leur service auprès des aînés. Je crois qu'on pourrait envisager une piste comme mettre des auxiliaires de vie qui soient auprès de nos patients, bien sûr à leur demande et à leur demande de leur famille. Ça serait peut-être comme un temps de pause, comme si on cassait le rythme immuable de leur journée pour un temps de discussion, de jeu, de société. Il est temps de repenser l'accompagnement de nos aînés dans les structures d'hébergement et je pense que ce sera un point majeur de notre mandature. C'est la fin de cette émission. Je vous propose que l'on se quitte sur des images qui ont été tournées au Conseil national ces dernières semaines. Et puis sinon, on se retrouve jeudi pour la séance législative à 17h.